Le gouvernement va payer les arriérés de salaire des travailleurs du Conseil régional de Dakar, annonce faite par le Premier ministre Mohamed Dionne lors d'une audience. Ils ont décidé du coup ces grévistes de mettre fin à leur mouvement. Le dossier de ce soir sur les cardiologues, ces spécialistes du cœur travaillent 24 heures sur 24 pour sauver des patients dits à risque, mais ils ne sont pas nombreux et le matériel technique de qualité fait défaut dans les services publics. Et puis nous aurons comme invité dans ce 20h le ministre de la Santé, Mme Eva Marie Coll Seck, va nous parler du dispositif mis en place pour lutter contre le virus Ebola. Nous démarrons par l'inauguration de la nouvelle chancellerie du Sénégal à Washington. L'ambassade a coûté 40 millions de francs CFA. À New York City, le président de la République a lancé les travaux de la Maison du Sénégal au cœur de Manhattan. C'est à quelques mètres du siège des Nations Unies. Le Sénégal va ériger un immeuble de 19 étages. Aboubakry Kane, envoyé spécial. L'inauguration de cette nouvelle ambassade est l'aboutissement d'un processus engagé depuis quelques années. Placée à la 22e avenue au cœur de Washington DC, la nouvelle chancellerie reflète la dimension que le Sénégal veut imprimer à sa diplomatie. Une volonté pour le président de la République de donner une image positive du Sénégal à l'étranger. L'ambassade va aussi permettre aux diplomates sénégalais de travailler dans d'excellentes conditions et surtout de réaliser les missions qui leur incombent. La diplomatie, c'est une question d'image, c'est une question de perception. Vous ne pouvez pas représenter un pays comme le Sénégal, où le parcours qu'il a, qui a la reconnaissance internationale qu'il a, qui a le prestige qu'il a, et disons accepter d'habiter n'est-ce pas, dans des locaux qui ne forcent pas le respect du tout. Donc ce qui fait que moi, depuis que je suis arrivé ici, mon combat premier a été d'abord de travailler sur ça, de faire en sorte de trouver le coût effectif d'acquisition et de 8,6 millions. Et il nous a fallu beaucoup de semaines de négociations pour en arriver là. Le combat que j'ai mené a été facilité par l'écoute que j'ai eue de la part du président Macky Sall. Dès qu'il a eu connaissance de la situation que nous vivons ici à Washington, vu aussi l'importance stratégique de l'ambassade du Sénégal à Washington sur l'échiquier mondial, mais aussi tout simplement sur l'échiquier washingtonien, il a lui aussi compris qu'il fallait rapidement trouver les moyens de quitter n'est-ce pas, les locaux qu'on occupait et d'occuper des locaux qui soient conformes à l'image du pays. Et son appui a été déterminant. Après l'inauguration de la chancellerie sénégalaise dans la capitale fédérale des États-Unis, direction l'État de New York. À New York City, le président Macky Sall vient procéder au lancement des travaux de la Maison du Sénégal. Un projet qui a germé depuis 2002 et qui aujourd'hui prend forme. De par son emplacement au 227 Est, 44e rue entre les 2e et 3e avenues de la mégalopole new-yorkaise, à 50 mètres du siège des Nations Unies, la Maison du Sénégal est un projet à contenu national. L'immeuble portant nom de Maison du Sénégal, qui va être un immeuble de 19 étages, qui va abriter notre mission aux Nations Unies, mais surtout un building destiné également à rapporter des ressources pour le Sénégal. C'est un projet lancé depuis 2002 en réalité, avec beaucoup de péripéties, mais finalement à partir de 2012, lorsque nous sommes arrivés, nous avons finalisé. J'ai trouvé un opérateur qui, sur la base du terrain qui était déjà acquis, a pu faire un montage pour construire sans que l'État ne débourse plus rien. Et au lieu d'attendre 20 ans pour retrouver notre investissement au bout de 5 ans, l'État sera totalement propriétaire du building. Et déjà dès la première année, nous serons rémunérés sur les revenus qui seront tirés du building. Et c'est sur la base de ce montage que hier vous avez vu l'acquisition de la nouvelle ambassade à Washington. Mais ce building du Sénégal au cœur de Manhattan va donner, je pense, une image de fierté au Sénégal. Le lancement des travaux a vu la présence des ambassadeurs des pays amis, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Nigeria. Dans ce projet, le Sénégal est en partenariat avec Pride Builders,
dont les responsables ont salué la démarche rigoureuse et transparente. Au terme des 5 années de cogestion, l'immeuble sera rétrocédé en propriété entière du Sénégal. Je souhaite que tous nos compatriotes du Sénégal comme d'ici à New York considèrent l'immeuble qui s'élèvera dès demain. Les fondations sont terminées. Dans cette ville si chargée d'histoire et de promesses, qu'ils considèrent donc ce bâtiment comme un des symboles de notre engagement commun à maintenir intactes nos ambitions pour un Sénégal toujours debout et en marche vers le progrès. À travers la chancellerie de New York DC et la maison du Sénégal à New York City, le président de la République affiche une ferme volonté d'imprimer à la diplomatie sénégalaise une image respectable. Après New York, le président Macky Sall a pris la direction de Vermont, dans le nord des États-Unis. Nous aurons d'autres échos du séjour du chef de l'État aux États-Unis dans nos prochaines éditions. Ici à Dakar, les travailleurs du conseil régional ont mis fin à leur grève de la faim. Une décision intervenue ce matin après que le gouvernement s'est engagé à payer les arriérés de salaire. Le Premier ministre a reçu une délégation du conseil régional d'anciens gouverneurs et le ministre des Finances, celui de la gouvernance locale également. C'est à l'issue de cette rencontre que l'engagement a été pris de régler définitivement ce problème. El Hadj Thierno Dramé. C'est le ministre de la gouvernance locale qui est lui-même venu annoncer la nouvelle aux grévistes de la faim. Le gouvernement, à l'issue d'une rencontre avec les représentants du conseil régional de Dakar, a engagé à payer les arriérés de salaire au plus tard ce lundi. La bonne nouvelle, c'est que l'État a pris l'engagement de payer en lieu et place des salaires du conseil régional. Je pense que c'est une annonce qui devrait aboutir en ce vendredi saint de lever le mot d'ordre pour préserver des vies qui sont au-dessus de tout. Un engagement salué par les travailleurs du conseil régional de Dakar. Au-delà du paiement des salaires, ce sont les perspectives annoncées qui les rassurent, notamment le redéploiement des conseils départementaux. Le redéploiement se fera au niveau des institutions locales, c'est-à-dire pour ce qui concerne la région de Dakar, ça se fera à priori et par préférence au niveau du conseil régional départemental de Rufisque et par voie de conséquence au niveau des villes de Guédiawaye, Pikine, Rufisque et de Dakar. Ce qui m'a le plus rassuré, c'est les perspectives. C'est-à-dire, au-delà de mois, dans la phase transitoire, que des dispositions allaient être prises dans les meilleurs délais pour que pareille situation ne puisse être connue dans tous les conseils régionaux du Sénégal. C'est ça qui me rassure. C'est fort donc de ces certitudes que les travailleurs ont levé leur mot d'ordre de grève. Le retard du paiement des salaires des agents du conseil régional de Dakar n'était pas du fait de l'acte 3 de la décentralisation, simplement un problème de gestion et une masse salariale trop élevée. Le ministère de la Santé et Total Sénégal ont signé ce matin une convention. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de l'enquête STEP. L'objectif de cette étude est d'avoir une idée claire de l'étendue des maladies non transmissibles comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. C'est un reportage de Amidou Diop. L'enquête STEP va permettre aux autorités sanitaires de disposer de statistiques fiables en matière de maladies non transmissibles. Le diabète, l'hypertension et le cancer sont entre autres des maladies qui tuent une bonne partie de la population. Leur ampleur est toutefois difficile à mesurer. Ces maladies-là se sont vraiment installées dans notre pays et augmentent de fréquence, mais nous ne pouvons pas le quantifier. À l'heure actuelle, nous devons avoir une enquête nationale. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra définir des politiques de santé pour prévenir ces maladies, puisque si nous parlons des facteurs de risque, c'est qu'on peut agir sur certains facteurs de risque. Le ministère de la Santé va donc utiliser cet outil lancé par l'Organisation mondiale de la santé pour se faire une idée de l'étendue de ces maladies. L'enquête va cibler la population adulte, celle âgée entre 18 et 69 ans. On a beau dire dans nos campagnes et dans notre plaidoyer qu'il y a beaucoup de diabète, qu'il y a beaucoup de tension, etc. Tant qu'on n'aura pas de chiffres, tant qu'on n'aura pas la possibilité de relier à tout cela des déterminants ou des facteurs de risque, on aura un discours qui sera, disons, pas très attrayant. L'entreprise Total compte accompagner cette initiative à travers cette convention signée avec le ministère de la Santé. Total matérialise sa responsabilité sociétale
capital d'entreprise. Notre ambition est très clairement de contribuer à prévenir globalement ces risques pour réduire le cas de maladies non transmissibles. Il en va de notre devoir comme entreprise responsable. L'enquête STEP va se dérouler sur l'ensemble du territoire pour un coût de plus de 160 millions de francs CFA. L'étude sera financée en partie par l'État du Sénégal. Il s'occupe spécifiquement des maladies du cœur en cas d'attaque. Les médecins cardiologues s'attellent à la tâche. Chaque jour, ils suivent certains patients dits à risque. Ces urgentistes travaillent 24 heures sur 4 pour sauver des vies. Seulement, dans leur environnement, ils déplorent le déficit de cardiologues au Sénégal, l'insuffisance de matériel technique dans les services publics, plus de connaissances avec médecins spécialisés dans les maladies cardiovasculaires dans ce dossier du vendredi, signé Luis Bizza. En arrêt cardiaque, appeler au secours, c'est la première des choses. Deuxièmement, massage cardiaque. Troisièmement, déflux de choc électrique. Les urgences cardio, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur inspirant, mais la manifestation souvent brutale des affections cardiaques oblige à y faire un tour. Mais à quoi renvoie le métier de cardiologue? Par extension, le cardiologue s'intéresse aux problèmes vasculaires, donc le cœur et ses vaisseaux. Maintenant, les services de cardiologie, souvent, le rôle, c'est de diagnostiquer les affections cardiaques et de les prendre en charge. La cardiologie, un métier très prenant aux urgences. Les fonctionnent 4 sur 24. Difficile alors de concilier ce travail avec une famille. Il y a des permanences, rester à l'hôpital jusqu'à 20h, parfois c'est nuit, continuer le lendemain jusqu'à 13h avant de rentrer chez soi. J'avoue que c'est assez compliqué. C'est nous qui avons choisi de faire la médecine. En choisissant la médecine, nous savions que c'était un métier, certes, sauve des vies, un métier noble, mais qui est ingrat. Quand vous avez une urgence, vous devez répondre à cette urgence. Sinon, vous attaquez pour non-assistance à la personne en danger. Donc si vous habitez dans un quartier, dans un immeuble, quelqu'un est malade, on vous appelle, vous devez y répondre. Le cardiologue urgentiste passe une bonne partie de son temps au cabinet compte tenu de la délicatesse de sa tâche et de ses responsabilités après plusieurs années de spécialisation. Si on veut juste être cardiologue, c'est 4 ans. Et si vous faites une sous-spécialité de la cardio, c'est 2 ans de plus ou parfois 4 ans de plus. Après la thèse de doctorat d'État en médecine, Bac plus 8, nous avons obtenu le certificat d'études spéciales en cardio. Donc vous voyez que c'est Bac plus 8 plus 5, ça fait 13. Au quotidien, l'examen clinique est le premier acte que pose un cardiologue. Celui-ci commence toujours par un interrogatoire minutieux. En écoutant le malade, vous pouvez être orienté. Le malade vous dit même parfois, j'ai ça, je suis hypertendu, j'ai du cholestérol, je suis diabétique, j'ai de l'asthme. On a fini d'interroger déjà, on a un aperçu sur sa pathologie. Dans la salle des urgences, les cardiologues se basent sur 2 examens pour poser le diagnostic. Il s'agit de l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque Doppler, un examen rendu possible à travers un gel conducteur qui permet de mieux situer les images. Vous pouvez faire maintenant l'échographie pour voir si les parois du cœur se contractent, est-ce que la fraction d'éjection est bonne. Et ensuite, vous demandez un bilan biologique. En urgence, on demande les enzymes du cœur pour voir s'il n'y a pas un artère coronaire qui est bouchée et qu'il faut déboucher rapidement. Si vous attendez demain, il y a des patients qui le font, ils ont une douleur thoracique, ils disent je ne vais pas à l'hôpital, il n'y aura personne, j'attends demain. Si c'était un infarctus, le délai de la thrombolyse, c'est-à-dire pour rompre ce caillot de sang, est dépassé. Toutefois, le niveau d'équipement n'est pas partout le même, comme ici à Pékin. La salle de consultation de l'hôpital manque de matériel approprié. À cela s'ajoute le coût élevé des soins. La principale difficulté est liée au problème de moyens des populations, on va dire, parce que les structures sont là, les compétences sont là, mais c'est surtout le coût. Face au nombre croissant de pathologies cardiaques dans la population générale, les spécialistes déplorent non seulement l'insuffisance des plateaux techniques dans les hôpitaux, mais aussi le déficit des ressources humaines. Imaginez-vous qu'au Sénégal, on a moins de 100 cardiologues pour une population de 13 millions d'habitants. Avec les facteurs de risque qu'on a, la prévalence du diabète, la prévalence de l'hypertension, tous les appareils que vous voyez là, vous ne les verrez pas souvent dans les services
public. Néanmoins, en cas d'infarctus, il est possible de récupérer le patient, mais à la seule condition que le sujet soit conduit aux urgences dans les 5 minutes qui suivent après l'attaque. La connaissance des gestes qui sauvent peut beaucoup aider à la survie de la personne atteinte. Les médecins cardiologues recommandent en tout premier le massage cardiaque externe. Zoom sur les cardiologues, c'était un dossier signé Louise Bidza. Au sommet États-Unis-Afrique, le président de la République a fait un vibrant plaidoyer en faveur de la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Macky Sall compare l'épidémie à une menace contre toute l'humanité au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Il en appelle à la conjugaison des efforts de tous les pays. Nous réécoutons le président de la République. Je voudrais dire à la communauté internationale que Ebola est un virus dévastateur, qui n'est pas une maladie d'Afrique. Il faut percevoir ce virus comme une menace contre l'humanité. Puisqu'il suffit, avec les voyages, que ce virus se retrouve sur le continent américain, asiatique ou européen pour que la crise soit mondiale et totale. Donc, il faut mobiliser toute la communauté scientifique du monde. Voilà une transition qui nous permet d'accueillir sur ce plateau Madame le ministre de la Santé, Madame Eva Marie. Bonsoir. Bonsoir. Avec Madame le ministre, nous allons parler donc du virus Ebola et de sa présence ou non au Sénégal. Madame le ministre, est-ce que le virus est au Sénégal? Le virus n'est pas au Sénégal. Nous avons eu quelques alertes qui se sont toutes révélées négatives. Donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le virus n'est pas sur notre sol. Ce qui est une très bonne chose et nous devons continuer à travailler dans ce sens et aussi à continuer à se dire que nous avons des personnes qui prient pour nous. Alors le virus n'est pas au Sénégal, mais dans les pays de la sous-région, il fait actuellement des ravages considérables. On parle même de 1000 morts dans de nombreux pays. Alors quel dispositif vous avez mis en place au Sénégal pour contrer ce virus? D'abord, si vous me permettez, je vais juste parler des morts. Il y a pratiquement 1000 cas confirmés, mais dans certains pays comme le Libéria, sur les 95 cas confirmés, les 95 sont décédés. C'est dire qu'effectivement, dans certains de ces pays, la mortalité est pratiquement de 100%. En Sierra Leone ou en Guinée, c'est un peu moins important, mais c'est quand même autour de 50%. C'est dire que c'est une maladie grave. C'est pour cela que nous avons pris des mesures dès que nous avons appris que le virus existait au niveau de la Guinée. C'est ainsi que nous avons d'abord pensé qu'il fallait former le personnel. Parce que pour s'occuper d'une maladie, il faut la connaître. Je veux vous dire que dans nos formations, la maladie d'Ebola est souvent dans le cadre des maladies hémorragiques. Et donc, on en parle rapidement. Ce qui fait qu'il fallait que nous puissions avoir un personnel bien formé, aguerri et qui puisse comprendre et dépister cette maladie-là. Ce qui a été fait, c'était notre première étape. La seconde étape a été de tout faire pour trouver des financements pour équiper le personnel au cas où des malades viendraient. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui des équipements, des masques, des gants, tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre en charge les malades qui viendraient éventuellement et qui seraient diagnostiqués comme ayant la maladie d'Ebola. Ensuite, nous avons pensé qu'il serait important de bien faire de la prévention, notamment au niveau des frontières. Ce qui a été le cas au niveau des frontières sud, mais également au niveau du port et de l'aéroport. Cela nous a permis aussi de tester notre système de surveillance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un a quelques signes et vient dans une structure sanitaire, tout de suite, on peut dire c'est un malade suspect et tout de suite, on le prend en charge, on fait le prélèvement, ce prélèvement est envoyé à l'Institut Pasteur et le résultat peut nous revenir dans la journée. Ce qui fait que c'est un système qui est assez bien, géré et qui est performant. Nous avons également la communication. Je pense que beaucoup d'émissions, beaucoup de spots sont sortis au niveau des radios, au niveau des télévisions.
Et nous allons continuer avec des campagnes sur le terrain. Notamment, en ce moment, nous avons une campagne au niveau des régions périphériques, de porte à porte, donc au niveau de la communauté, pour bien expliquer ce que c'est que la maladie d'Ebola, comment elle se transmet, etc. Et cela permet aux populations vraiment d'être très bien informées et de prendre leurs précautions. Et enfin, on va continuer. Kaolack a été également visité, la région de Diourbel, et nous allons continuer pour tout le Sénégal et la région de Dakar, bien sûr. Donc c'est dire qu'il y a plusieurs stratégies et nous sommes en train de faire le maximum pour que les personnes puissent être bien informées de la maladie et de toutes les mesures qui doivent être prises. D'accord. Au niveau gouvernemental, vous avez mis en place donc ce dispositif très important. Mais au niveau des populations, est-ce qu'il y a des moyens simples à dérouler pour lutter contre le virus? C'est tout à fait disons, le message que nous apportons. C'est un message d'abord qui montre quels sont les moyens et les modes de transmission. Il faut que les gens comprennent qu'au départ, il s'agit d'animaux sauvages, donc d'animaux dans les forêts, qui sont tués et qui contaminent l'homme. À partir du moment où l'homme est contaminé, dès qu'il a certains signes, des hémorragies, de la fièvre, des vomissements, des troubles digestifs d'une manière générale, cette personne peut être contagieuse. Et c'est pour cela qu'il faut éviter d'aller auprès des malades qui ont ce type de signes, et surtout qu'on a diagnostiqué comme ayant la maladie d'Ebola. Éviter également de toucher les produits, les sécrétions. Et enfin aussi pour les funérailles, ne pas les enterrer d'une manière banale. Le service d'hygiène a été formé au niveau du Sénégal, au cas où il y aurait des cas, qu'on puisse enterrer ces personnes dans de bonnes conditions, avec vraiment tous les moyens d'hygiène qu'il faut. Donc ça, on l'explique aux personnes. Et après, on leur dit maintenant, à leur niveau, il y a une chose très simple, c'est l'eau et le savon. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon régulièrement, surtout avant de faire certains gestes, avant de manger, avant de faire la cuisine, en sortant des toilettes, tout ce qui est le plus banal, mais qui est quand même de l'hygiène. Normalement, on peut être préservé et on peut ne pas avoir la maladie. Utiliser aussi de l'eau de Javel. Ce sont des moyens très simples, mais je crois que les personnes doivent être au courant de cela et essayer vraiment d'éviter d'attraper la maladie et surtout d'éviter d'être en contact avec des personnes qui sont contaminées. Alors, Madame le ministre, aux Sénégalais qui nous regardent et qui sont certainement inquiets en entendant donc tous ces morts qu'il y a dans la sous-région, que dites-vous à ces téléspectateurs? Je crois qu'il y a un pas déjà extrêmement important qui est celui de la prise en charge de cette maladie au plus haut niveau. Vous avez entendu le message de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a bien dit à Washington que les gens ne doivent pas considérer cette épidémie d'Ebola comme un problème africain. Vous pouvez avoir des personnes qui viennent en France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, et avec cette maladie-là. Donc aucun continent aujourd'hui n'est épargné. Et donc il faut faire une vigilance mondiale. Et c'est pour ça que cette solidarité mondiale doit exister. Et moi, ce que je peux dire au peuple sénégalais, c'est de tout faire pour qu'il y ait aussi une solidarité nationale. Qu'on aille tous dans le sens d'éviter que les personnes soient contaminées par le virus, qu'on s'écoute, qu'on essaie de faire passer au maximum les bons messages et qu'on se sente concerné parce que simplement c'est une maladie qui pourrait arriver. Mais pour l'instant, avoir confiance parce que les mesures qui sont prises par le gouvernement du Sénégal sont des mesures très strictes et des mesures qui font, je crois, que beaucoup de pays aujourd'hui considèrent le Sénégal comme un pays modèle. Mais comme le virus peut aller aux États-Unis ou aller en France, il peut aussi venir au Sénégal. Donc, nous pensons qu'il y a toutes les mesures qui sont en place, mais il faut savoir que le pays n'est pas dans son cocon et que donc, on ne sait jamais, il pourrait y avoir des cas. Mais je veux que l'on comprenne aussi qu'il faut faire d'abord la prévention. Faisons tout pour que ce virus n'entre pas au Sénégal.
faisons tout pour ne pas qu'il y ait de contamination. C'est un message aussi qui va vers tous les partis politiques pour demander à tout le monde de s'y mettre. C'est une affaire nationale, c'est une affaire sur le continent, sur le monde, et donc il ne faut pas que quelqu'un se mette à côté et se dise c'est l'affaire des autres. C'est notre affaire à tous. Voilà un message qui sera, on l'espère, bien entendu. Madame la ministre, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Madame Eva Marie-Coll Seck, le ministre de la Santé, nous parlait donc du dispositif de lutte contre le virus Ebola au Sénégal. Comment inviter les jeunes à s'insérer dans l'agriculture? Une problématique, plusieurs dimensions. Le programme des domaines agricoles communautaires s'attelle à relever ce défi pour mettre en place une véritable chaîne des valeurs et créer de jeunes professionnels de l'agriculture. Reportage signé Ibrahima Diédhiou. Je suis un mécanicien soudeur. Il s'appelle Matar Diallo. Ce mécanicien soudeur est venu rejoindre le lot de jeunes qui s'engagent dans le programme des domaines agricoles communautaires. Dieu merci. Nous préférons nous investir dans ce type de projet pour gagner notre vie, aider nos parents plutôt que de nous adonner à des activités malsaines. Nous croyons à ce programme et nous nous engageons à y mettre toutes nos forces. Autour de chaque groupe de jeunes, un tuteur. Je viens ici avec mes 3 enfants pour participer aux travaux champêtres. J'ai moi-même des parcelles que j'exploite, mais ce programme nous donne plus de possibilités et d'opportunités. Le plaidoyer est en cours. Plusieurs leaders d'opinion sont impliqués dans le processus. Nous avons vraiment la satisfaction du projet du chef de l'État. On tient des réunions. Chaque président collectif convoque une réunion au niveau des communautés rurales pour pouvoir vraiment élargir la sensibilisation jusqu'à la base, au niveau des jeunes et en même temps au niveau des femmes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à Dakar qui ne sont pas revenus, mais cette année ici aussi avec ce projet-là, plusieurs ne sont pas partis. Je sais qu'avec le temps, souhaitons que ça passe et que ça réussisse. Le président de la République reviendra, il va augmenter. Au-delà de l'engagement des différents acteurs, se pose la question du matériel agricole. Nous souhaitons, si possible, nous amener beaucoup plus de matériel que des tracteurs et des semoirs. Il y a certains qui n'étudient pas, qui ne font rien. Si c'est irrigué des terres cultivables pendant la saison sèche, donc ces derniers auront quelque chose à faire, quoi. Et si possible aussi, il faut un centre de formation, former les femmes pour pouvoir transformer ces produits agricoles. Le domaine agricole a un autre mode de fonctionnement. C'est également un GEA qui va être chargé de gérer le matériel agricole. C'est des jeunes qui vont le gérer. Sur le modèle des CUMA en France, les coopératives d'utilisation du matériel agricole. Et ce matériel agricole va être loué justement aux exploitants. L'État donne les semences, l'urée, l'engrais et une subvention pour la location d'une partie des équipements. Pour l'heure, les populations réclament une moissonneuse-batteuse pour récolter toute cette production en vue. Question incontournable par ailleurs, celle de l'écoulement de tous ces produits qui seront cultivés ici. Le domaine agricole n'a de communautaire que l'espace partagé et les infrastructures qui vont être mises en place. Tout le reste est une affaire de business, c'est une affaire de privé. Il y a un Espagnol qui est venu faire le tour ici, qui est prêt à racheter toutes les productions horticoles que nous ferons. Et il nous dit, je suis même prêt à faire partir de l'aérodrome d'ici, à CFA, 35 tonnes par jour. Il y aura une unité de conditionnement qui va être là. Vous avez un espace qui est réservé aux unités de transformation. Il y a des jeunes diplômés qui vont arriver, qui eux vont constituer des sociétés qui vont justement être chargées de la mise en marché. C'est la chaîne de valeur qui est la règle centrale au niveau des domaines agricoles là. Maîtrise de l'eau, production, conservation, mise en marché. 4 aspects, un enjeu de taille. Faire émerger au Sénégal, notamment en zone rurale, de nouveaux types de jeunes entrepreneurs agricoles. La SAPCO, l'agence sénégalaise de promotion touristique, l'aéroport international Blaise Diagne et d'autres services relevant du ministère du Tourisme et des Transports aériens ont reçu le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. L'objectif de la visite était de voir comment mieux vendre la destination Sénégal. Aïssatou Diop Tall. Cette visite est la deuxième du genre depuis son arrivée à la tête du ministère du Tourisme et des Transports aériens.
Abdoulaye Diouf Sarr a fait le tour des services relevant de son département. Sur place, il s'est félicité de la qualité des ressources humaines pour le développement du secteur. Je suis